L'arbre imposant de Caspar David Friedrich ne cache pas que la forêt du romantisme allemand, c'est toute la peinture germanique qui subit cette domination, un peu comme les destinées croisées de Constable et Turner ont relégué au second plan des peintres britanniques qui n'en méritaient pas tant. Ainsi Karl Blechen peut-il être comparé à Richard Parkes Bonington, tant au niveau de sa virtuosité technique que de sa trop brève carrière, dramatiquement interrompue. Qu'est-ce qu'auraient produit ces deux artistes s'ils avaient vécu plus longtemps et en bonne santé? Voilà une question qui ne cessera jamais de me hanter. C'est le peintre norvégien Johan Christian Dahl, grand ami de Friedrich, qui mit en quelque sorte à l'étrier le pied d'un Karl Blechen qui jusque-là se cherchait entre un emploi de commis dans une banque et un engagement dans un bataillon militaire. Nommé peintre de décor au Théâtre Royal de Berlin, il va y acquérir cette virtuosité dont je parlais et cet art qui manque à tant d'autres de ne détailler que l'essentiel et de traiter le reste d'un pinceau libre et impétueux. De plus, entre chaque création, il a le temps de vadrouiller, d'autant qu'on lui demande de s'éloigner, suite à un différend avec la cantatrice Henriette Sontag, et d'entreprendre ce fameux voyage en Italie, qui était une étape obligée pour les artistes de tous les pays. Comme ce fut le cas pour Corot, la lumière méditerranéenne fut un choc pour Blechen et elle transforma radicalement sa manière de peindre, au point qu'il s'éloigna définitivement d'un romantisme crépusculaire à un brin stéréotypé pour chanter la couleur et la vie sous toutes ses formes. Ainsi sera-t-il le premier romantique allemand à peindre un site industriel. C'est peu de le dire, cette toile déconcerta ses contemporains. Il faut en effet préciser que l'Allemagne baignait alors dans les références à un passé depuis longtemps révolu. Mon inclination, écrivait le peintre Franz Foer, membre du mouvement nazaréen, me porte vers le Moyen Âge, époque à laquelle la dignité de l'homme se manifestait encore dans toute sa force. Cette même inclination conduira les nazaréens dans une impasse, mais ceci est une autre histoire sur laquelle nous reviendrons plus tard. L'Italie ayant mis à jour son Orient intérieur, Karl Blechen en ramena plusieurs centaines de croquis et d'aquarelles colorées, absolument remarquables par la légèreté de sa touche et la fraîcheur de leurs couleurs, qui lui servirent de base pour les toiles élaborées ensuite dans l'intimité de son atelier berlinois. Affirmer que les peintures engendrées sont au niveau de ces aquarelles, je ne m'y risquerai pas, c'est d'ailleurs l'une des questions soulevées par nombre d'artistes quand on embrasse dans une même vision leurs œuvres finalisées et les croquis qui les ont précédées. Seul entre tous peut-être, Turner a produit de grandes machines encore supérieures à ses aquarelles, ne serait-ce que par la technique utilisée qui les rend fascinantes à observer, de loin comme de près. Mais Turner est un génie. La poésie, écrivait le grand Novalis, comme il aurait pu le dire de la peinture de Friedrich ou de celle de Turner, fait appel en nous à des yeux qui ne sont pas encore ouverts. Nommé professeur de peinture de paysage aux Beaux-Arts de Berlin, l'infortuné Karl Blechen y montra les premiers signes de la maladie mentale qui devait l'emporter. Profondément déprimé par ce cataclysme, il ne pourra assurer son cours qu'une poignée d'années avant de finir par démissionner. Karl Blechen est injustement oublié dans nos contrées, malgré le succès rencontré lors d'un long voyage à Paris. S'il n'avait ni le génie de Turner, ni la poésie de Friedrich, il méprisait autant qu'eux le visage humain, ce qui est une sorte de laissez-passer romantique. Regardez cette somptueuse aquarelle, une palmeresse ouverte inondée de soleil, et rapprochez-la d'une étude de Turner. D'un espace intérieur, il fait un paysage dont la lumière est le véritable sujet, comme le feront bientôt les impressionnistes en extérieur.